Le monde est divisé en deux camps, ceux qui ont fait une classe préparatoire et les autres. On va se concentrer sur ce deuxième groupe, beaucoup plus grand puisqu'on compte 1,6 million d'étudiants inscrits à la fac, contre environ 80 000 étudiants en classe préparatoire. Si on demandait à toutes ces personnes qui n'ont pas fait de prépa un avis, à chaud sur la filière, ça ressemblerait probablement à ça. La prépa, c'est dur. Oh non, je ne crois pas être fait pour ça. Et tout ce qui se rapproche de près ou de loin du champ lexical de la torture. On dit pas préparationnaire pour rien. Bon, ok, le truc du monde divisé, ça marche pour tout et n'importe quoi. Ceux qui vont à la fac et les autres, ceux qui s'abonnent à cette chaîne pour plus de décryptage du genre et les autres. On pourrait continuer des heures comme ça, mais c'est à ce moment précis que ça devient bizarre mais intéressant. Mais bizarre. Si on se concentre uniquement sur les concernés, les gens qui ont fait une prépa, 95% d'entre eux ont déclaré que si c'était à refaire, ils le referaient sans hésiter. Et ça s'appelle le paradoxe de l'ignorance informée. Le paradoxe de l'ignorance informée, c'est quand des gens extérieurs à une situation pensent mieux comprendre cette situation que ceux qui la vivent directement. La musique est peut-être un exemple plus parlant que la prépa. Certains peuvent penser que les musiques de Lily Rose sont pas un classique, enfin si un classique, mais pas comme on voudrait. Pendant que sa fanbase, elle, y trouvera son compte à sa manière. Ce paradoxe arrive souvent parce que les observateurs se basent sur des idées préconçues, sans vraiment connaître l'expérience vécue par les individus concernés. Mais dans le cas de la prépa, qu'est-ce qui explique ce paradoxe? Pourquoi les observateurs extérieurs ont une si mauvaise image de la filière? Et si je vous disais que tout le monde devrait faire une classe préparatoire? Bon, comme ça sonne un peu dictateur, mais j'ai de quoi vous convaincre. Et si vous n'êtes pas d'accord, l'espace commentaire est fait pour ça. Ah oui, mon raisonnement sera aussi pas mal fondé sur la filière dans laquelle j'étais, la prépa ECG, et l'école que j'ai eue, HEC Paris. Même si j'ai inclus les filières scientifiques qui, qu'on le veuille ou non, sont les filières principales et historiques de la prépa. Ceci étant dit, la prépa souffre d'une mauvaise image. Et mon but aujourd'hui, c'est de prendre quelque chose qui de loin a pas l'air très cool et de vous montrer que c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Et on va d'abord aller contre le sens de l'histoire et donner un peu de contexte. Je pourrais vous bassiner avec les traditionnels. La prépa est une exception française. Nul autre pays n'a dans son arsenal un tel niveau d'excellence. Mais ça serait faux. J'ai fait ma prépa au lycée Saint-Louis. Une très bonne prépa parisienne et mon prof de géopo aimait bien, détruire ce mythe. La prépa fait partie de ces formations qui permettent de ne pas créer une rupture trop raide entre le lycée et les études supérieures et surtout d'obtenir un socle culturel et scientifique avant de se spécialiser ou de se professionnaliser. Oui, en faisant une prépa ECG, tu peux finir dans la finance, mais non, la prépa ECG ne t'apportera aucun cours de finance. Et c'est ça qui est difficile à comprendre. Pourquoi passer par la case prépa quand je peux aller directement en bachelor faire de la finance? T'es un pot de fleurs. Tu peux rester, c'est pas une insulte. Vois un peu la prépa comme l'engrais qui va te rendre fertile pendant 2 ans avant d'y faire pousser ce que tu veux. Genre des roses ou d'autres fleurs, enfin je sais pas, je suis pas rosier. En regardant un peu plus loin que le bout de mon nez, on m'a montré quelques formations hors hexagone qui font la même promesse. Vous l'avez peut-être entendu sur cette vidéo de majeure prépa, mais Frédéric Munier, qui était mon prof de géopolitique au lycée Saint-Louis, nous parlait assez souvent du aux États-Unis. D'habitude, les universités du nouveau continent découvertes par Christophe Colomb notamment fonctionnent par département. Il y a des secteurs avec pas mal de jobs à la clé comme l'ingénierie, les sciences physiques ou encore le droit, et d'autres secteurs comme les arts. Le College of Liberal Arts se rapproche de la prépa avec un même objectif: fournir une éducation qui se veut pluridisciplinaire, plein de disciplines, qui inclut les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences naturelles et parfois les arts, pour permettre aux étudiants de développer leur esprit critique. L'hypothèse est la suivante: plus j'expose des étudiants à des situations variées, plus ils seront aptes à résoudre des problèmes complexes dans leurs futures activités. Et le College of Liberal Arts n'est pas le seul exemple à travers le monde. T'as plein d'autres cursus qui s'en rapprochent, mais c'est une vidéo sur la prépa et pas une vidéo sur le top 3 des études qui ont l'air d'être la prépa, mais c'est pas vraiment ça. Bon, je veux bien vous l'accorder, ces formations ont beau partager ce même but, elles préparent pas au même objectif que les prépas, un concours au format défini au bout du tunnel. Et pour se rendre compte de la particularité de cette filière d'excellence, on va plonger dans son histoire. 18e siècle, la classe préparatoire est créée. Mais attention, on est loin du modèle égalitaire et méritocratique d'aujourd'hui. Bon, il y a plein de trucs à améliorer, mais il y a des avancées. Déjà, la prépa est réservée aux scientifiques. Et c'est normal, ils essayent de former une élite qui a des compétences techniques, ils ont pas tort. Pire que ça, les femmes n'y sont pas admises et il a fallu attendre le milieu du 20e siècle pour qu'elles soient acceptées à l'école polytechnique. Donc tous les épiciers des prépas commerciales comme moi, ça arrive bien après. HEC Paris est fondée par la Chambre de commerce en 1881 et était vraiment à Paris à l'époque. Mais l'école est loin d'avoir le prestige qu'elle a aujourd'hui. Les débuts de l'école sont très difficiles. HEC Paris, inconnu au bataillon, c'était hyper cher. Et HEC est vu comme une école facile pour gosses de riches. Ça me fait penser à un truc, mais je l'ai sur le bout de la langue, ça veut pas sortir. Un exemple, entre 1902 et 1904, le nombre d'élèves chute et passe de 401 élèves à 277. Mais l'école n'a pas dit son dernier mot. Entre 1939 et 1945, la France a connu des trucs pas top et a décidé de mieux former ses élites, ce qui a abouti à la création du campus actuel d'HEC Paris à Jouy-en-Josas. Aux environs de Paris, à Jouy-en-Josas, se trouve désormais le siège de l'école des hautes études commerciales. Fun fact ou fact tout court, le campus a été inauguré par Charles de Gaulle à l'époque. La jeunesse qui entre dans cette école après un concours difficile et qui en sort après 3 ans d'études est appelée, j'en suis convaincu,
à encadrer et à conduire une réussite de ce temps. Et c'est à partir de ce moment-là que tout change. Là où les grandes écoles scientifiques avaient dès leur création un prestige qui n'a jamais disparu, les grandes écoles de commerce ont pu bénéficier de la stratégie d'HEC. Un mélange d'internationalisation, de liens avec les entreprises françaises et des doctorants dédiés à la recherche. Bon, l'histoire c'est bien, mais c'est quoi une prépa et pourquoi je te parle de grande école? Déjà, la prépa ça consiste en quoi? Il faut avoir en tête que la prépa et les écoles c'est tout un écosystème. Les deux sont intrinsèquement liés. Toute politique sur la prépa touche les écoles et inversement. Et on l'a vu avec la crise sanitaire. Les écoles ne pouvaient pas accueillir les étudiants pour les oraux, donc pas d'oraux, ce qui change radicalement le spectre de la prépa, pour une ou deux générations. La prépa, c'est 2 ans. 2 ans de socle pluridisciplinaire à un niveau très élevé juste après le bac. Il y a plusieurs filières qui existent selon tes appétences et les débouchés que tu cherches à avoir. MPSI, la filière mère historique pour les ingénieurs. Donc maths, physique, sciences de l'ingénieur. C'est suivi par pas mal d'autres filières dédiées aux ingénieurs, donc PCSI, PTSI, on joue avec les spécialités, mais en gros tu vas bouffer des maths et de la physique. D'autres filières comme BCPST pour les sciences de la vie et de la terre, les gabbros, les drosophiles, le basalte, et la filière commerciale, longtemps appelée prépa HEC, la voie ECG avec beaucoup de maths, de la géopolitique ou de l'économie au choix, et des langues. Il y a même une version adaptée, donc la version ECT pour les bacs technologiques. La meilleure image pour expliquer facilement la prépa à un moldu, c'est celle de la salle du temps. Ça ne me regarde pas, fais comme tu veux. De toutes les façons, j'y passerai les 8 jours qui viennent et je serai enfin prêt. Dans Dragon Ball Z, quand faut casser la gueule d'un méchant, Son Goku, Vegeta et toute la clique s'enferment dans la salle du temps. Une salle dans laquelle 1 minute du monde réel vaut 6 heures et un jour équivaut à une année complète. Quand tu rentres en prépa, tu t'engages sur les 2 années à venir, le rythme est soutenu. Faut déjà compter les cours, généralement c'est du 8h-9h jusqu'à 18h. Ensuite t'as l'école, qui sont des oraux, qui durent jusqu'à 1 heure selon la matière, 2 fois par semaine, les DS jusqu'à 4 heures, 1 fois par semaine, et bien sûr les révisions avec le travail personnel tous les soirs, tout le temps, qui sont le nerf de la guerre. En gros tu te formes pendant 2 ans et t'apprends à avoir un océan de connaissances. Bon, un océan de 2 cm de profondeur, mais un océan quand même parce que c'est très large. On est donc proche des 60-70 heures de travail par semaine et tout ça dans un unique but. Les concours, c'est un peu le fantôme, la chimère qui te tourne autour pendant tes 2 ans de prépa. Parfois, tu peux manquer d'attention en cours, mais à partir du moment où t'entends ça tombe souvent en concours, il y a un silence qui s'installe, mon pote. C'est la pression du concours qui te pousse à te dépasser, à essayer de comprendre et à avancer dans toutes tes révisions. Et ce qui est assez dur, c'est de se dire que tu bosses 60 heures par semaine pendant 2 ans sans aucune garantie de réussite au concours. Aucune. Tout va jouer sur 2 semaines. Tu peux être enrhumé, avoir une gastro, te sentir pas bien, flopper. Et mentalement, le plus dur, c'est d'être très dépendant des aléas. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur la gestion des aléas. Mais la conclusion à avoir, c'est si t'as pas la main sur un élément, concentre-toi sur ce sur quoi t'as la main. Et pour vous convaincre de faire une prépa, quoi de mieux que de commencer par ce qu'on peut lui reprocher. Commencer long. Bon, c'est très banal de le dire comme ça, mais le temps d'attention a baissé. Et la prépa, c'est la filière du temps long. Il y a peu de système de récompense immédiate, puisque les vraies avancées, c'est quand tu passes de 35e de ta classe à 20e après un concours blanc. Mais les concours blancs, il y en a 2 par an. Dans chaque concours blanc, t'as 7 matières, donc bon, la récompense, elle est pas immédiate du tout. Pendant toute cette période où tu rames, t'essayes de t'améliorer et t'es assez peu récompensé, tu commences à te comparer à tes potes de la fac. Eux, ils valident, ils passent en L2, ils cochent des cases, ils avancent dans leur vie, et toi, tu n'es que potentiel pendant 2 ans. À la fin, tu te pointes au concours, et factuellement, t'as encore rien en poche. Pire que ça, après les concours écrits, t'as des euros. Et même en foulant la pelouse d'HEC, t'as encore rien accompli de concret parce que faut convertir. Ça peut être angoissant, mais on le verra plus loin, c'est très stimulant. La prépa, oui, c'est long, mais en plus, c'est exigeant. Là encore, les façons de vivre sa prépa sont variées. Tu peux très bien t'y habituer, vivre ton truc sans frustration, mais dans tous les cas, la prépa est une filière exigeante. Il y a très peu de filières qui demandent un tel niveau d'investissement sur un horizon aussi long. Si tu pars du principe que c'est long et exigeant, tu peux vite ressentir des baisses de motivation et sombrer dans un cauchemar. Autre argument contre la prépa, c'est comme le lycée. Désolé, je devrais pas me moquer, il y a pas d'argument stupide, il y a que des gens stupides. La prépa serait peu stimulante parce qu'on y retrouve beaucoup trop d'éléments du lycée. Déjà, dans 90% des cas, ça se passe dans un lycée. Et oui, t'as des profs avec lesquels tu interagis, une salle de classe à taille humaine avec des camarades qui se rapprochent du lycée, et le fait de ne pas avoir de rupture vraiment marquée en termes de cadre, ça pourrait pousser des élèves à moins bien appréhender la prépa. J'y crois moyen. Je vais peut-être commencer à me focaliser sur de vrais arguments parce que là, tu voulais que je vous dise quoi. Un dernier reproche qu'on peut faire à la prépa, c'est son côté trop théorique. En gros, la prépa, ça serait pas très concret. Je pense pas que ce soit faux, mais finalement, est-ce que c'est pas le but? En prépa, on l'a vu, il y a énormément de matières, des sciences sociales, des langues, le tout à un niveau élevé à tel point qu'au bout de 2 ans, t'as des équivalences pour rejoindre la fac en 3e année de licence dans chacune des matières enseignées. Donc oui, c'est théorique, mais l'objectif c'est de vous donner un socle de connaissances solide et très large. Maintenant, faut pas se voiler la face. Je sais que la prépa a besoin de réformes. Un peu de gazouze, un peu de modernité. Tout ça pour dire que la prépa a les inconvénients de ses avantages. Un programme de qualité et une exigence élevée, mais une lenteur dans l'évolution de ses enseignements. Une formation d'excellence avec des trajectoires de vie entièrement modifiées, mais beaucoup de pression et une charge de travail
qui est parfois décourageante. Et on pourrait continuer longtemps, mais ce qui est sûr, c'est que la prépa aurait beaucoup à gagner à moderniser certaines de ses approches, pour s'adapter au sens de l'histoire et à l'essor des filières concurrentes moins exigeantes. Mais les lignes bougent et des programmes commencent à émerger. Certains lycées préparent de plus en plus leurs étudiants à la vie post-prépa. À Saint-Louis, entre la première et la deuxième année, les étudiants sont dans l'obligation de faire un stage. Et ça, c'est une initiative propre à Saint-Louis. Et ça pourrait être généralisé pour permettre aux étudiants de mettre un pied dans un univers plus concret. Je pense aussi à Wade, vu qu'on a un podcast avec Simon, l'un des cofondateurs. Leurs étudiants choisissent une majeure et très régulièrement ont des conférences avec des professionnels qui viennent parler de leur travail et des enjeux auxquels ils sont confrontés. Côté APHEC, qui est l'association des professeurs qui enseignent en classe préparatoire commerciale, il y a eu aussi une prise de conscience de la baisse d'attractivité de la filière. Et des campagnes de communication ont été lancées, comme la campagne Prépare-toi. Bon, le format mériterait peut-être un rafraîchissement. Mes DM Instagram sont ouverts pour une discussion autour de ça. Mais il y a de l'idée et surtout les gens se bougent. Si je vous dis que tout le monde devrait faire une prépa, c'est parce que les avantages de la filière dépassent largement les inconvénients qu'on a pu citer. Le jeu en vaut la chandelle. Plus tôt, je vous ai parlé de salle du temps, et c'était surtout en termes de travail accompli. Mais la prépa, c'est aussi une salle du temps pour développer ton potentiel. À partir du moment où tu joues sérieusement au jeu de la prépa, t'es assidu, tu révises, tu travailles tes cols, enfin tu joues le jeu quoi. Que tu sois premier, milieu de classement ou dernier, tu te rapproches chaque jour de l'excellence. Tu commences à avoir un goût de la réussite, t'as un enrichissement culturel, voire une découverte de la culture pour ceux qui y ont été moins exposés. C'est le meilleur moyen de compenser ce qu'on n'a pas eu en termes de bagage académique et culturel. Un peu plus tôt, je disais que pendant 2 ans, rien n'était garanti. Et j'ai un peu menti. Bon, à un moment, nous aussi, on peut jouer au jeu de l'algo. Et si t'es arrivé jusqu'ici, prends une manette et joue avec moi. T'as juste à t'abonner, liker et surtout à partager ça à tous tes potes qui veulent faire un bachelor. Quand t'arrives en prépa EC, t'es obligatoirement inscrit en parallèle dans une filière à la fac. Éco, Éco-G. Et pour les meilleurs lycées, je crois que ça va jusqu'à Janson de mémoire, tu peux même être inscrit à Dauphine. C'est le moyen d'avoir une issue de secours dorée si jamais tu décides de te réorienter au bout d'un an, ou je sais pas, si juste t'abandonnes. Ça te permet d'avoir une équivalence et de ne pas perdre. Les gens qui disent ça, je les déteste. 1 ou 2 ans de ta vie. Et en prépa, t'as pas n'importe quel professeur qui se fait la main en sortant du CAPES. Non. T'as accès aux meilleurs professeurs de France avec des classes qui diffèrent complètement de celles du lycée. Tout le monde est là pour son avenir, tout le monde est là dans l'optique de performer au concours, et tout le monde est là pour apprendre et s'améliorer ensemble. Et ça, ça change la donne. C'est un milieu qui a pu me donner beaucoup de clés de réussite pour la vie d'adulte, en plus de, bien sûr, me permettre de tisser des liens très forts. Tes potes de prépa sont généralement des amis à vie. La prépa, c'est beaucoup plus une battue où tout le monde est en rang et tâtonne, avance, partage ses trouvailles, qu'un battle royale. On n'est pas dans Fortnite. Quand bien même, on va prendre le pire exemple. Et ça arrive pas qu'aux autres. Lucas est en classe préparatoire aux grandes écoles. Il a une mention bien au baccalauréat, il survole sa classe en termes de notes. Lucas pense donc qu'il peut facilement allier prépa, vie sociale, passe de combat Fortnite, musculation, foot et série Netflix. Malheureusement, Lucas se trouva fort dépourvu quand les concours furent venus. Et offusqué par ses résultats, il refuse l'école qui lui est proposée et décide de rejoindre la fac en 3e année d'éco-gestion. Et figurez-vous que chaque année, il y a des dizaines de Lucas qui arrivent à rejoindre le programme grande école, donc le même que celui post-prépa, de l'EM, de l'EDEC, de Densia, qui sont de très bonnes écoles. Tout ça en passant des concours parallèles. Les admissions sur titre ou encore le Taj-Maj. Et oui, peut-être que ça a longtemps titillé les nerfs de certains préparationnaires, surtout ceux qui ont QB ou fait 5,5. Ça veut dire refaire une 3e année de prépa, je vais être inclusif. Et si vous voulez mon avis, ces personnes-là sont là parce qu'elles en veulent, et je pense qu'elles méritent leur place. Ensuite, en faisant une prépa jusqu'au bout, tu gagnes 2 reconnaissances. La première, c'est la plus importante, c'est celle de toi, envers toi. Le fait de bosser pendant 2 ans dans un unique objectif, ça te construit et ça déclenche beaucoup de choses. Tu te rends compte que t'es fiable, que tu sais mener à bien un projet même si au début ça semblait infaisable, que t'as su faire preuve de discipline et de régularité, et tout ça quand t'es un jeune adulte, ça fait du bien et ça participe à ta construction. Ensuite, une reconnaissance auprès des autres. Déjà auprès de tes proches, certains parents, frères, cousins, ce que vous voulez, jouent un rôle décisif, et la fierté que tu crées dans leurs yeux au moment de tes accomplissements, c'est le meilleur moyen de mesurer ce que t'as accompli. Et ça nourrit la première reconnaissance de toi envers toi dont on parlait juste avant. Pour une fois que le cercle n'est pas vicieux mais vertueux, on prend. Plus largement, dans un monde où il y a pas mal d'étiquettes, se coller soi-même celle de la prépa sur le front, ça aide et ça ouvre pas mal de portes. Les débouchés. Forcément, l'exemple que je connais le mieux, c'est celui d'HEC Paris. Dernièrement, dans notre podcast avec Simon, directeur de la prépa Wade, on a pu recevoir Pierre Faury, qui, comme nous, a fait 2 ans de prépa avant d'intégrer HEC. Et il a eu des mots très justes. Tu sors et t'as plein de gens qui sont prêts à t'écouter parce qu'il y a ce logo-là. Tu vois. Peu Et peu importe ton projet, tu vois, on se dit « Ah ok, c'est un HEC, j'écoute ». Ce qui n'est pas très juste, d'ailleurs. Enfin, on en tire les avantages et les fruits, hein, mais ce qui n'est pas très juste parce que je considère qu'un HEC n'est pas forcément meilleur que plein de gens qui ont fait des écoles supposément moins bien. Le logo et le nom est d'une puissance quand on sort qui est vraiment incroyable, je trouve.
La chance d'être écouté. C'est peut-être l'atout principal d'un diplômé d'une grande école. T'as accès à un monde de possibles juste grâce à cette petite étiquette qui dit que t'es cette pépite qui est restée sur le tamis après beaucoup de secousses dans tous les sens. Tu parles, on t'écoute, tu crées, on tend l'oreille, tu demandes, on considère. Pour l'instant, c'est la chose qui se rapproche le plus du code crazy illimité de GTA mais dans la vraie vie. Et pour les débouchés professionnels, c'est encore plus flagrant. C'est peut-être les arguments les plus tangibles et les plus convaincants, mais si tu considères qu'avoir un CDI correctement rémunéré, c'est ton objectif principal, les grandes écoles sont une autoroute vers le succès professionnel. T'as juste à regarder les perspectives de carrière et c'est fil de gauche, appel de phare, tout droit. T'as des secteurs très prestigieux, très rémunérateurs comme la finance, c'est un grand mot fourre-tout mais il y a plein de choses dedans, ou encore le conseil en stratégie. T'as des postes à responsabilité, que Polytechnique et HEC imposent une dictature sur le CAC 40. Parfois je me demande si c'est un panel d'entreprise ou la Corée du Nord. Et même dans le domaine de la recherche, l'ENS est à des années-lumière d'autres instituts de recherche. Fun fact pas si fun, je sais pas, c'est à vérifier, mais j'ai cru entendre qu'il a fallu quelques centaines de polytechniciens et de normaliens pour créer la bombe atomique en France contre plus de 100 000 personnes impliquées pour la développer aux États-Unis. Je sais, en entendant tout ça, vous allez me dire « Ouais, mais Fafa, ça concerne que l'élite, tu parles d'HEC, de Polytechnique, de l'ENS, en plus t'es beau gosse, vas-y, je m'abonne. » Non, parce que dans l'hypothèse où voilà, t'intègres pas l'école que tu veux et pire que tu foires ta prépa, t'as fait 2 ans de prépa. Et ça reste hyper valorisé, t'as bouclé la boucle, t'as tiré les bénéfices qu'on a cités sur ta capacité de travail, ton reflet dans le miroir, ta construction, tout ça. Et dans les métiers très qualifiés, conseil, finance et même dans certaines boîtes, tu bosses avec des gens qui ont fait prépa. Et normalement, t'as remarqué qu'on aime partager un parcours ou quelque chose avec ses semblables. Et encore plus quand c'est niche. On le rappelle, la prépa est loin derrière la fac en termes de choix. Et ça crée des connexions, le fameux réseau. Imagine, on est en 2012, à l'époque où les mangas ça craignait, toi t'adores ça, tu vois un type avec un t-shirt de Goku Super Saiyan 20, celui avec les cheveux gris qui font un 3-6 autour de lui, premier réflexe, tu cours vers lui. Et bah c'est pareil pour tes interlocuteurs dans le monde du travail. Si t'as fait prépa et eux aussi, ils bondiront sur ce point commun. Conclusion, tu dois faire une prépa. Bon, on a cité pas mal d'avantages, mais j'espère surtout t'avoir assuré sur tous les contre-arguments qu'on peut opposer à la prépa. Je sais que quand on parle d'avenir, ça devient tendu, on se crispe, on a peur de rater, je passe à côté d'un truc, on te demande de prendre des décisions hyper complexes alors que tu chies encore dans ton... Non mais quand tu prends ces décisions-là, t'es quand même jeune. J'espère que cette masterclass de vidéo va pas mal t'aider. Si le format te plaît et que t'as d'autres idées de vidéos, dis-le moi en commentaire, n'hésite pas à t'abonner, à liker, enfin tous les trucs d'algo. N'hésite pas à parler en Python avec YouTube. Si t'as des questions et que t'as envie que tout le monde puisse en profiter, n'hésite pas à passer sur mes live Twitch, je suis souvent en live. Et si t'es trop timide, bien sûr, je réponds à mes DM sur Instagram. Le lien est aussi dans ma description, de toute façon, c'est mon pseudo, Fafa Selecto. D'ici là, prenez soin de vous.